Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut, bienvenue à l'épisode 39 du podcast Ma semaine Star Wars. Cette semaine, on termine une bonne partie de notre série de comics Knights of the Old Republic avec le numéro 47 à 50. C'est le dernier arc de cette série-là de comics. Puis aussi, on va avoir le droit à une petite nouvelle que je vais ajouter après les comics qui se nomme le journal secret du docteur Démagol. Puis j'ai une petite anecdote rattachée à ça que je vais aussi vous raconter à ce moment-là. Là. On va voir, ça va être intéressant. Là. Ça m'a compliqué pas mal la vie. Quand j'ai voulu vous parler de cette nouvelle-là, je ne savais plus du tout où la positionner dans la ligne du temps, légende. Mais je pense que finalement, je m'en suis bien sorti, puis je vais vous expliquer un peu c'était quoi cette problématique-là. Sinon, avant de commencer l'émission, je vais vous faire un petit retour justement sur ma dernière semaine. Cette fois-ci, j'ai un peu de choses, des petites réflexions que j'ai eues, puis aussi des réceptions de nouveaux livres. On va commencer avec ça. J'ai reçu un petit omnibus qui est paru chez Dark Horse Comics récemment qui s'appelle The High Republic Adventures The Complete Phase 1. C'est tous les comics qui ont été publiés pour la phase 1 de cette nouvelle ère-là de Star Wars Disney, là, l'univers canon de la Haute République. Puis là, on a vraiment tous les comics de cette phase-là inclus dans cette compilation-là, cet omnibus-là. Puis, tu sais, comme je vous parlais dans les dernières émissions, que je m'interrogeais à savoir si je voulais peut-être commencer à lire cette ère-là pour me préparer à une future série qui s'en vient sur Disney+. Je crois que c'est The Acolyte, le nom de cette série-là en real action, avec des vrais acteurs, tout ça. Puis, normalement, je crois que cette série-là se passe à la fin de l'ère de la Haute République. Donc, je commence tranquillement à me procurer les comics que j'ai pas encore en ma possession. Puis ça, c'en était un que je voulais obtenir. Sinon, encore dans l'univers canon de Star Wars, de Disney, j'ai reçu un petit omnibus de Marvel qui se nomme Dr. Aphra pour la période 2020. On avait eu dans le passé un autre gros omnibus de la série de comics Dr. Aphra qui était, je ne sais plus par contre l'année de ces comics-là, mais c'était un très gros omnibus. Je crois qu'il y avait au moins 50 numéros dans cet omnibus-là. Puis là, cette fois-ci, c'est la deuxième série qui a suivi ensuite. C'est pour ça qu'ils l'ont nommé 2020. Puis là, j'ai les numéros du numéro 1 au numéro 25. J'imagine qu'il va y avoir éventuellement un autre omnibus qui devrait contenir possiblement les 25 suivants, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'ils vont sortir un énorme omnibus comme la première série, mais je pense que de les acheter séparément puis d'avoir ça en plus petit omnibus, en plus petit livre, si on veut avec moins de pages, je pense que ça risque d'être un petit peu mieux pour la lecture, parce que je vous avoue, là, je viens de compléter ma lecture des Knights of the Old Republic avec un omnibus qui contenait les 50 numéros, plus un autre 5 numéros, puis des choses comme ça à l'intérieur. Puis je vous le dis, c'était un monstre à avoir dans les mains quand on lisait ça. Donc, c'est pas tout le temps ultra pratique, mais c'est quand même un format que j'apprécie. Donc, de voir qu'ils ont aussi des fois des formats un petit peu plus petits, j'imagine que ça risque d'améliorer un peu mon expérience de lecture. Donc, j'ai reçu ça, un autre. Puis, comme je vous dis, je vais vous faire des petites vidéos juste pour vous montrer sur YouTube. Donc, si vous êtes curieux et vous voulez voir à quoi ils ressemblent ces deux livres-là, ben, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne YouTube, puis vous allez pouvoir consulter ça. Sinon, en restant dans les comics, j'avais le goût de vous faire une petite précision. Quand je vous parle des comics de l'univers légende, puis que là, je vous fais le résumé, je vous donne un peu mon appréciation, vous l'avez sûrement remarqué, je ne suis pas quelqu'un qui va énormément analyser le côté visuel des comics. Je sais que ce média-là, les comics, ben, le dessin a un très gros rôle à jouer. C'est juste que j'ai l'impression que pour moi, personnellement, je mets beaucoup plus l'emphase sur l'histoire inclue dans le comic. Donc, c'est possible que des fois, je vais lire un comic au niveau de l'histoire, évidemment, le texte, tout ça, que le dessin risque d'être peut-être moyen, puis ça va pas nécessairement venir me choquer ou quelque chose comme ça, puis ça pourrait me faire vraiment détester l'histoire parce que le dessin est moins beau. Je sais que pour d'autres personnes, ça va être le contraire, là, le dessin est très important. Puis je comprends ça parce que de base, ça reste un médium visuel beaucoup avec le dessin.
Donc, c'est normal de considérer aussi cette partie-là importante. Mais des fois, quand moi j'en parle, c'est sûr que si je vois un dessin qui me jette à terre, que je trouve que la qualité du dessinateur qui a fait toutes les cases, tout ça, est exceptionnelle, c'est sûr que je vais le mentionner parce que je vais avoir vraiment apprécié encore plus ma lecture de ces comics-là. Puis, au contraire aussi, à l'autre opposé, si le dessin était vraiment, excusez-moi le terme, mais affreux ou bâclé ou de moins, je trouve, de moins belle qualité, à mon avis, à moi, à mon goût, ben c'est possible que je vous le mentionne. Puis encore là, c'est vraiment des goûts personnels, donc possiblement que pour vous, ça peut être le contraire, puis vous aimez ça, mais je vais le mentionner, mais je m'arrête pas énormément sur ce détail-là. Fait que c'est un peu pour ça que j'en parle pas énormément du dessin. Mais c'est pas que j'aime pas ça, là. C'est juste que ça me vient pas comme naturel de parler de ça dans mon analyse. J'ai pas un point précis en vous disant maintenant, si je passe au dessin, puis là, je vous donne plein de détails. Je m'y connais pas tant que ça, de toute façon. Je suis quand même nouveau dans la lecture des comics, donc je me vois pas trop faire une analyse visuelle du comic, mais comme je vous dis, je vais me permettre de vous le dire si j'ai aimé ou pas de temps en temps lorsque ça me saute aux yeux. Donc, c'est une petite précision que je voulais faire, plutôt une explication sur mes appréciations de lecture de comics. C'est pas mal ça que c'est pour cette semaine au niveau de ce que j'ai fait en lien avec Star Wars. Donc, on va y aller tout de suite avec notre série de comics en 4 numéros de 47, 48, 49 et 50, nommé Demon. Donc, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. On commence notre dernière lecture de Knights of the Old Republic avec le dernier arc qui se nomme Demon en 4 parties. Cet arc-là, évidemment, comme tout ce qu'on a lu dans les Knights of the Old Republic, se situe sur la ligne du temps légende de Star Wars en 3963 ans avant la bataille de Yavin. Puis, une petite précision que je vous ai sûrement déjà mentionnée, mais je vais le répéter aujourd'hui vu qu'on est à la fin de cette série-là. C'est tout ce qui s'est passé depuis le début. C'est environ une année de l'univers Star Wars. Donc, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'est juste en quelques mois, là, c'est pas plusieurs années. Donc, c'est pour ça que ça a tout le temps été la même année quand je vous mentionnais la période à laquelle se passent ces comics-là. Évidemment, encore une fois, l'auteur, c'est John Jackson Miller. Au dessin, on a Brian Ching, qui est celui que, à date, je crois que j'ai le plus apprécié au niveau du dessin dans cette série de comics-là. Puis, le numéro 47 est paru chez Dark Horse Comics le 19 novembre 2009. Là, on se retrouve sur la planète Coruscant, où le docteur Demagol, qui s'est réveillé tout récemment de son coma, se prépare à subir son procès. Puis en plus, ils vont l'accuser au nom de tous les Mandaloriens, donc de tous les Mandaloriens qui font cette guerre-là depuis le début. Même si lui, dans son cas, il était dans le coma depuis le début des événements, du moins depuis ce qui est survenu sur Flashpoint. Là, on voit que Demagol, il demande à avoir un Jedi en particulier, celui qui était avec lui sur Flashpoint, parce qu'il va accepter seulement de parler à ce Jedi-là et à aucun autre qui se présente devant lui. Aussi, on a à cet endroit-là en même temps Malak, qui se trouve aussi sur Coruscant parce qu'il doit justement témoigner pour le procès de Demagol. Puis même là, on voit qui en profite parce que, évidemment, Zane est aussi à cet endroit-là. Il en profite pour demander à Zane où se trouve Jarael. Parce qu'on sait très bien, Malak, qui a quand même un petit intérêt pour Jarael. Puis là, Zane l'informe comme quoi qu'elle est partie de son côté suite à un désaccord qu'ils ont eu toutes les deux. Là, Malak l'informe aussi à son tour que lui doit repartir aussitôt pour le front après son témoignage. Surtout que là, ils viennent tout juste d'avoir une grosse victoire à son actif. Ils ont réussi à reprendre Omonot, puis ils ont même eu la chance de fouiller les restes du Arcanian Legacy dans cette région-là. Puis à bord du vaisseau, des restes du vaisseau, ils ont trouvé l'assistant cyborg du laboratoire qui a été complètement mutilé. Ça, c'est un peu étrange.
Puis là, Malak explique à Zane que c'est pas normal parce que les Mandaloriens, c'est pas le genre de choses qu'ils vont faire. Il dit quoi que, excepté Demagol, lui, c'est le genre de personne qui serait prêt à décapiter quelqu'un comme ça. Puis là, on voit que dans tout cet échange-là, Zane n'a pas du tout dit à Malak que Jael, présentement, voyageait avec Roland Dyer, les deux ensemble, surtout qu'on sait que Malak et Roland ont un gros désaccord, une grosse altercation. Hein, ouais. Je vais essayer de le dire correctement. Là. Une grosse altercation dans les derniers numéros qu'on a vus très récemment. Là, maintenant, on va voir Griff, qui est pas du tout de bonne humeur, parce qu'il a découvert que Zane a pris une grosse partie de leurs économies pour un projet spécial, puis sans même lui en parler. Puis, on voit qu'il y en a assez des secrets, là, puis il est fâché après Zane. Mais Zane, de son côté, lui, il dit qu'il est pas mieux. Il est pas mieux que lui parce que il lui a toujours pas dit ce qui s'est passé réellement après les gros événements sur Sirocco, lorsqu'il croyait qu'il avait été tué lors d'une attaque nucléaire sur cette planète-là. Puis là, on apprend comme quoi que Griff et Slisk sont devenus des figures de propagande pour la République. Puis là, il nous explique un peu de quelle façon tout ça s'est produit. Slisk avait encore une fois paniqué, parce qu'il panique tout le temps, puis il s'était dépêché à monter à bord d'un transporteur de troupes pour se barricader dans le cockpit. Puis là, ensuite, pour de je sais pas quelle façon, mais il a réussi à décoller avant même l'explosion. Puis en même temps, il s'est trouvé à sauver la moitié d'un bataillon par accident, sans le vouloir. Puis là, à ce moment-là, la République a décidé de créer le personnage, le capitaine Benegriff Goodvalor, héros de Sirocco, et son sidekick Trandoshan. Donc, c'est un peu cet événement-là qui leur ont fait créer ça. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, Goodvalor, c'était le personnage qu'on avait vu ou découvert dans la nouvelle Interférence. Puis en plus, on en apprend un peu plus sur ce personnage-là. Je me demandais, je crois, la dernière fois que je l'avais lu, que je vous en avais parlé, je me demandais si c'était Griff réellement, ce personnage-là, ou c'était juste quelqu'un qui lui ressemblait. On apprend que c'est le frère acteur de Griff, nommé The Gig, qui jouait le rôle dans les divisions. Donc, c'est pour ça qu'il ressemblait quand même pas mal. Là, on voit que Griff a réussi à avoir le matin même les droits de licence pour sa nouvelle chaîne de restaurants. Puis là, il considère finalement maintenant que les deux sont quittes. Là. Il y a plus de problème entre lui et Zane parce que Griff et Slisk ont réussi à avoir leur chaîne de restaurants. Et Zane, de son côté, il a son projet spécial. Donc, on voit que finalement, ils sont plus fâchés l'un avec l'autre, puis ils ont chacun eu ce qu'ils voulaient. Là, par la suite, on voit que Zane, il parle au droïde LB, puis il lui dit qu'à partir de maintenant, là, il peut se détendre. Il n'a plus besoin d'être stressé parce qu'il a plus à tous les jours surveiller celui qui lui avait coupé les mains dans le passé, Roland, parce qu'il est finalement parti avec Jarael. Puis là, on voit qu'LB, il lui répond comme quoi que c'était pas lui qui avait coupé les mains, c'était pas Roland. Le jour où il avait rencontré Roland, ça, c'est plus pour vous rappeler, là, je sais pas si ça fait très longtemps, là. C'est les débuts avec Roland, là. C'est le jour où on avait rencontré Roland, Roland avait fermé la porte du vaisseau, le Last Resort, sur la pince de LB. Puis là, ça lui avait sectionné justement la pince. Mais par la suite, on a vu ou plutôt on apprend que LB, avait pris la peine de peser Roland lorsqu'il l'avait transporté dans sa cachette, la caisse, où ce qui se cachait sur le vaisseau. Puis, il avait vu comme quoi qu'il n'y avait pas du tout le même poids. Donc, c'était quand même quelque chose d'étrange qu'il trouvait. Donc, c'est pour ça que lui, LB, il dit non, c'est pas la même personne, le Roland qui m'a coupé la pince versus celui qui était avec nous par la suite. Fait que là, on voit comme Zane, Griff et Slisk qui commencent à repenser à plusieurs moments où quelque chose était étrange avec Roland. Puis là, à ce moment-là, ils comprennent enfin que Roland, c'était pas du tout lui, mais plutôt Demagol. Fait qu'on a le gros reveal de Demagol qui se faisait passer pour Roland. Puis là, on voit que Zane, il s'en veut d'avoir laissé Jael partir avec Roland / Demagol, puis qu'il décide à partir de ce moment de tout faire pour arranger les choses. Là, on va se déplacer sur War Tandel,
où le Roland, en gros guillemets, on s'entend ici que c'est Démagol, a loué un vaisseau pour pouvoir corriger les erreurs du passé, puis que ça va être comme une nouvelle aventure qui va pouvoir permettre à Jaraël de faire ce pourquoi elle était réellement née. Puis là, on est de retour dans l'ancien Sénat, où ce que Démagol, là maintenant, on sait très bien, Roland, va subir son procès. On voit que Malak témoigne, puis qu'il parle des atrocités qu'il a subies sur Flashpoint. Puis lorsqu'au moment où il mentionne que le nom de Démagol veut dire, dans la langue des Mandaloriens, sculpteur de chair, bien, le prisonnier lui dit d'arrêter de l'appeler par ce nom. Puis à ce moment-là, le prisonnier Roland se libère de ses attaches, mais évidemment, Malak le repousse violemment grâce à la force. Le prisonnier lui dit que les Jedi ne peuvent pas les battre dans un combat juste, évidemment. C'est leur seule façon de sauver la République, c'est avec cette magie-là. Mais qui va sauver la République de Malak? On voit que Roland, là c'est vraiment Roland, il voit quelque chose d'étrange en Malak. Là, il est comme, puis déjà que lui, il trouve que c'est comme les Jedi, ils se battent pas de façon convenable, si on veut. C'est pas selon les règles de l'art de Mandalorian un combat juste et égal, puis que tu les imagines. Donc, encore une autre problématique à ce moment-là. Puis là, comme la foule commence à s'énerver, il décide de sortir le prisonnier pour le renvoyer en détention. Puis là, il l'embarque à bord d'un transporteur. À ce moment-là, le prisonnier, Roland, enlève son casque et leur dit qu'il n'est pas Démagol, mais que son nom réel, c'est Roland Dyer. Puis là, en même temps, on voit que les deux pilotes du transporteur enlèvent à leur tour leur casque. Puis qui qu'on voit qui est là? C'est Zane et Griff qui avaient compris que finalement, Démagol était en fait Roland. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher pour essayer de le sauver de ce procès-là. Là, on se déplace dans l'hyperespace vers une destination inconnue où le faux Roland et Jaraël discutent. Puis là, Roland veut retrouver les autres élèves qui ont été kidnappés avec Jaraël. Il sait qu'ils ont survécu puis qu'ils ont été menés à un endroit ironique, en gros guillemets, selon les esclavagistes. Puis cet endroit-là, c'est sur Osadia, la planète où ils ont été enlevés la première fois, au début. Donc, c'est pour ça que c'est ironique. Il les cache à l'endroit qu'ils les avaient enlevés. Mais Jaraël ne sait pas comment se rendre sur cette planète-là. Puis, mais Roland le sait parce qu'il est en fait Antos Warwick, le maître de l'école Osadia. Donc, c'est un endroit qu'il connaît très bien. Là, ça finit un peu, il est comme content. Il a retrouvé Jaraël, Sa et Dessa, et maintenant, ils vont retrouver les autres. Puis, évidemment, on comprend à ce moment-là que Roland ou Antos Warwick, c'est en fait le père de Kantik, qu'on avait vu dans les numéros précédents. Donc, là, on vient d'en apprendre pas mal. Démagol, qui se déguisait en Roland, qui est finalement le père de Kantik. C'était lui qui faisait des transformations avec que Jaraël puisse avoir des pouvoirs et tout ça dans la force. Donc, assez intense. Prochain numéro, le 48, la deuxième partie de l'arc Demon. Évidemment, l'auteur, c'est encore John Jackson Miller. Au dessin, toujours Brian Ching. Puis le numéro 48 est paru le 23 décembre 2009 chez Dark Horse Comics. Là, on voit que Jaraël est heureuse d'avoir retrouvé son ancien maître Warwick, qui a parcouru la galaxie pour tenter de la retrouver après son enlèvement. Puis là, on voit qu'il avait trouvé refuge chez les Mandaloriens, puis qu'à ce moment-là, les Mandaloriens lui avaient donné un nouveau nom, Roland le Coureur. Ce qui est complètement faux, parce que nous, on le sait, c'est pas ça qui s'est passé réellement, mais c'est ce qu'il raconte à Jaraël, justement, pour qu'elle continue à l'apprécier. Là, les deux arrivent sur Osadia pour retrouver ses anciens élèves. Puis Warwick croit que cela sera un peu comme sa rédemption, vu qu'il avait échoué à les protéger dans le passé. Là, maintenant, on voit que sur Coruscant, Malak recherche activement Démagol partout sur la planète. Puis, de leur côté, Griff, Zane et Roland se cachent dans un
justement, dans un petit hangar. Puis le hangar en question appartient à Zane. Puis on comprend à ce moment-là que Zane se l'est acheté lorsqu'il était absent durant les événements sur Métalos 3. C'était un des arcs passés où on était à un endroit où il y avait comme des vendeurs de planètes. Puis on savait que pendant cette aventure-là, Zane arrivait juste un peu plus tard. Donc il était absent à ce moment-là. Puis c'est parce qu'il avait profité de ce moment-là pour aller acheter ce hangar-là. Parce qu'il voulait se créer un espèce de quartier général, là, un home base. Puis c'était un peu pour ça qu'il était absent. Là, Zane demande à Roland s'il veut bien les aider à retrouver Démagol, le vrai Démagol. Puis là, on voit que Roland, il commence à leur raconter un peu ce qu'il sait sur ce personnage-là, sur ce fameux Démagol-là. Là, je vais vous faire rapidement un peu un petit résumé de ce qu'on sait sur Démagol. C'est avant le jeune, mettons qu'on revient dans son passé, là, un jeune Antos Warwick, un Zeltron, ça c'était sa race, a été libéré des Iskalloni, des espèces de cyborgs sans émotion, par le Mando'Eid juste avant la guerre des Sith. Puis là, un petit lien comme ça, tantôt je vous disais qu'il avait retrouvé dans le Arcanian Legacy, le vaisseau, dans le laboratoire, un cyborg qui avait été complètement mutilé. On comprend pourquoi que Démagol s'amusait, ou plutôt appréciait de détruire ces personnes-là, parce que justement, il avait été esclave, si on veut, de cette espèce-là de cyborg sans émotion. Donc, une petite explication à ce moment-là. On sait aussi que lorsqu'il était chez les Mandaloriens, il a appris les arts martiaux directement par le grand Mandalore. Lorsque Mandalore a été vaincu par Ulic Qel-Droma, là, il a comme été impressionné de voir comment que les Jedi ont réussi à faire pour vaincre Mandalore l'indomptable. Lorsque les Mandaloriens ont été vaincus, il en a comme profité pour se sauver, puis d'apporter avec lui une robe qui avait appartenu à Ulic Qel-Droma. Puis on apprend aussi à ce moment-là que cette robe-là, en fin de compte, avant d'être à Ulic Qel-Droma, elle appartenait à son maître, l'Arcanien Arcajet. Puis là, par la suite, le nom Antos Warwick, ce personnage-là, a décidé de fonder sur Ossadia une colonie de recherche secrète pour créer une race de chevaliers mandaloriens avec l'aide des cellules de Arcajet qu'il a retrouvées sur la fameuse robe. Puis là, évidemment, par la suite, le premier bébé qui est à naître de ces expérimentations, c'était Edessa, que nous, on connaît sous le nom de Jarael. Puis là, à partir de ce moment-là, il a décidé d'utiliser des esclavagistes. Puis là, on sait que c'est le Crucible, pour lui fournir d'autres familles d'offshoot pour pouvoir créer d'autres enfants comme Jarael pour justement monter ses super chevaliers mandaloriens. Mais là, le jour qui est parti annoncer la bonne nouvelle à Mandalore au niveau de ses succès, au moment où il revient sur Ossadia, il se rend compte que son laboratoire a été complètement détruit puis que les enfants ont tous disparu. Donc là, à ce moment-là, il décide de retourner avec les Mandaloriens, décider à faire tout ce qu'il peut pour avancer ses recherches malgré tout. Puis à ce moment-là, les Mandaloriens commencent à l'appeler Démar Agol, le sculpteur de chair que là, nous on connaît sous le nom de Démagol. Fait que c'est le petit résumé un peu de son passé à ce personnage-là. On voit que c'est un personnage assez intense, beaucoup de cruauté, puis en même temps un genre de scientifique fou, donc tout un personnage. Donc là, Roland explique à Zane comment il a changé de place avec lui, comment que Démagol a changé de place avec lui sur Flashpoint. On apprend qu'à un certain moment, Démagol a injecté quelque chose à Roland, puis là, il a pu changer de place avec lui. Puis en même temps, on comprend pendant les explications que Démagol avait déjà des soupçons sur Jarael, sur qui elle était vraiment. Donc c'est pour ça qu'il voulait partir puis les suivre, donc il s'était caché à bord de leur vaisseau. Là, on voit que Shell Gélavan et Slisk donnent à Roland son armure pour qu'il puisse les aider à arrêter une bonne fois pour toutes Démagol. Donc, puis évidemment, Shell Gélavan, on se rappelle, c'était l'ami d'avant à Zane, qui était aussi la sœur d'un des jeunes Padawan qui avait été tué sur Taris. Zane les conduit ensuite dans la portion cachée du hangar,
qui se trouve en fait à être leur centre de contrôle qui leur permet d'aider les gens ordinaires qui ont besoin, évidemment, d'aide, parce que les Jedi et la République sont beaucoup trop occupés avec la guerre. Puis là, on voit que dans cette organisation-là, il y a plusieurs personnes qui en font partie, dont les familles des Padawans tués sur Taris. Puis là, grâce à leurs recherches et les informations qu'ils trouvent, ils croient que Démagol va conduire Jarael sur Osadia. Là, Slisk leur dit qu'il a trouvé en même temps, pendant qu'il fouillait justement dans le vaisseau, tout ça, Slisk a trouvé un micro-tag laissé par Démagol. Puis sur ce micro-tag-là, c'est inscrit que c'est le tag pour le sable laser à double lame de Exar Kun, un des objets sites ramenés par les frères Momo des entrepôts sur Audrine, la fosse que les frères Momo avaient réussi à partir de cette planète-là en cachant dans la grosse caisse plein d'objets sites. Dans ces objets-là, il y avait l'ancien sable laser à double lame de Exar Kun. Puis là, c'est là qu'on voit qu'ils ont comme une inquiétude, si on veut. Si Jarael a vraiment le pouvoir d'amplifier la force, ils ont un peu peur de voir ce qui pourrait arriver avec cet objet-là entre ses mains. Puis là, Zane demande à Roland de contacter tout de suite Cassius Fett. Pourquoi? On verra. Ils doivent retrouver Das Goliar du Crucible, car il sait où se trouve Osadia. Ça, c'est comme un peu ce qu'ils veulent faire finalement. Il faut absolument retrouver Das Goliar, parce que c'est lui qui va être capable de leur fournir les indications pour se rendre sur cette planète-là. Puis là, on se déplace à la fin du numéro sur Osadia, évidemment, puis on voit que Warwick, Démagol, qui remet le sable laser de Exar Kun à Jarael. Donc, il lui remet finalement cet objet-là qu'il avait entre ses mains. Donc, Jarael va enfin pouvoir expérimenter ses super pouvoirs décuplés avec cette arme-là. Donc, le numéro 49, la troisième partie de l'arc Demon. Encore une fois, John Jackson Miller à l'histoire, Brian Ching au dessin, et le numéro 49 est paru le 20 janvier 2010 chez Dark Horse Comics. Là, on se déplace, on est dans une station, ou du moins proche d'une station de minage d'astéroïdes près du système Itar. On voit l'amiral Karat du Swiftshore ainsi que le vaisseau Testament et l'autre vaisseau Veltra qui se prépare à attaquer une flotte de vaisseaux mandaloriens qui sort de l'hyperespace. Caché derrière un astéroïde, on a Das Goliar qui se prépare, lui, de son côté, à capturer les survivants de ceux qui vont se sauver en escape pod finalement durant cette attaque-là. Puis là, on voit que ils ont été informés par les Mandaloriens de cette attaque-là. Donc, Das Goliar a su par les Mandaloriens qu'il allait avoir une attaque qui allait se produire. Mais aussitôt que les Mandaloriens sortent de l'hyperespace, ils repartent aussitôt. Puis on voit que l'amiral Karat reçoit un signal, c'est Zane Carrick, qui l'informe que Das Goliar se cache dans les astéroïdes. L'amiral Karat capture le vaisseau de Das Goliar. Là, on comprend que Zane avait organisé tout ça avec l'aide de Roland, qui avait pris le temps de contacter Cassius Fett pour lui demander de piéger Das Goliar. C'est pour ça qu'il lui avait donné l'information qu'il allait avoir une attaque à cet endroit-là. Puis, comme Zane, finalement, il a fait ça parce que Zane, on se rappelle, dans le passé, il avait sauvé le peuple de Fett. Donc, c'est un peu pour ça que Fett lui en devait une, si on veut, puis qu'il décide de l'aider. Puis de toute façon, Cassius Fett, lui aussi, il voudrait voir Démagol mort. Il l'aime pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de participer à cette embuscade-là. Une fois à bord du vaisseau, le Gladiator, qui est le vaisseau de Das Goliar, il constate que, évidemment, Das a quitté le vaisseau. Il n'est pas à bord. Donc, il décide d'envoyer les Sky Reapers le récupérer, les propres Sky Reapers de Dace. Ça, c'est les espèces de robots ou droïdes. Là, je dis robots, mais c'est plus des droïdes dans Star Wars, avec des longues tentacules qui capturaient les esclaves. Là, il décide d'envoyer ça sur Dace pour le ramener à bord du vaisseau. Après avoir capturé Dace, il apprend que Kantik a eu une autre vision, puis qu'elle est partie pour Osadia. Là, Zane récupère les coordonnées de la banque de données de Dace pour être capable lui aussi de se rendre à cet endroit-là. Puis ensuite, il réussit même à convaincre l'amiral Karat de les conduire à cet endroit-là. De retour sur Osadia, Jarael et Warwick / Démagol attaquent le Crucible pour retrouver les autres enfants. Warwick tue Barinjar, qui refusait de lui dire où il se trouve, où les enfants se trouvent. Puis Barinjar, c'était l'espèce de gardien
du Crucible ou un peu en charge de l'entraînement des esclaves et tout ça. Donc, évidemment, il ne voulait pas lui dire où se trouvaient les autres enfants. Donc, Demagol a décidé de le tuer, évidemment. Si on revient à bord du Testament, Zane apprend que les Crusaders de Raven n'ont pas réellement le support complet de la République. Là, juste une petite précision, ou plutôt un rappel, les Crusaders de Raven, c'était vraiment le groupe de Jedi qui ont décidé de se joindre à la guerre contre les Mandaloriens. Donc là, on apprend à ce moment-là que le Conseil Jedi n'a pas réellement offert son support pour combattre dans cette guerre-là. Mais Raven, lui, a comme réussi de contourner ça là, d'une façon un peu étrange. Là, on voit Zane et Griff qui discutent de la chance de Zane avec tout ce qui s'est passé depuis le début. On est déjà un peu dans un mode, on se rappelle les événements du passé. Puis c'est un peu pour mettre en évidence que Zane, finalement, tu sais, qu'est-ce qui fait de lui un personnage un peu un héros atypique? Bien, c'est que à toutes les fois, peu importe ce qui arrive, Zane va être comme va être comme dans des problématiques, si on veut, il va avoir des problèmes, il va être coincé, mais à tout coup, il réussit à s'en sortir. Puis là, Griff, il lui dit que s'il fait confiance à ça, ben il va pouvoir réussir à l'utiliser à son avantage, finalement, cette particularité-là, de toujours être capable de sortir des problèmes qu'il vit. Là, on revient sur Ossadit, puis on voit que Jarael retrouve Kantik. Puis là, Kantik dit à Jarael comment, en une seule nuit, elle a été capable de changer comment Zane percevait Jarael. Puis là, qu'elle lui dit que lorsqu'elle va en avoir fini avec Jarael, elle veut prendre le temps de retrouver Zane pour le retourner dans les combats de duel. Là, à ce moment-là, Jarael, fâché évidemment, sort son sable laser et attaque Kantik. Puis là, on voit que Kantik se retrouve au sol très rapidement, puis qu'elle est maintenant à la merci de Jarael. Puis là, Jarael brandit son sable laser. Puis le numéro se terminait de cette façon-là avec Kantik à la merci de Jarael qui était prête à faire quelque chose avec le sable laser. Donc, on verra ça. Dernier numéro 50 de cette énorme série-là de comics. Évidemment, 4e partie de l'Arc Demon. Pour la dernière fois, en tout cas, le nom de John Jackson Miller, on va se le dire, il est beaucoup dans Star Wars, beaucoup dans l'univers légende, donc c'est pas vrai que c'est la dernière fois, mais du moins pour la série des 50 numéros. Encore une fois, c'est John Jackson Miller à l'histoire, puis au dessin Brian Ching. Puis le numéro 50 est paru le 17 février 2010 chez Dark Horse Comics. Donc, notre dernier numéro commence avec Roland et Zane qui arrivent à leur tour sur la planète Ossadia. Puis là, on voit que Roland va partir de son côté rechercher Demagol, puis Zane, lui, de son côté, va tenter de retrouver Jarael avant qu'elle sombre au côté obscur. Puis là, on voit que Zane est lâché au-dessus de la bâtisse où se trouvent Jarael et Kantik. Puis, je dis lâché parce que finalement, Roland est en train de le transporter. Il transportait Zane à l'aide de son jetpack. Puis, une fois qu'il était arrivé au-dessus de la bâtisse, il l'a laissé tomber. Puis là, Zane a fracassé le toit vitré, puis il est arrivé au moment où Jarael se préparait à frapper Kantik avec le sable laser de Exar Kun, donc à la fin du dernier numéro. Puis là, comme Zane est tombé sur Jarael, elle a perdu le sable laser, puis c'est maintenant Kantik qui l'a dans ses mains. Donc, à ce moment-là, Zane et Kantik commencent à s'affronter. Puis Zane a compris que grâce aux mémoires de Snout, le personnage qu'on avait vu dans les numéros où Zane se faisait passer pour justement un esclave qui avait été kidnappé puis qui devait combattre avec Snout, Snout était capable d'avoir toutes les mémoires du passé vécu avec le Crucible. Puis de cette façon-là, Zane a compris que c'est Jarael qui est la fameuse protectrice et plutôt Kantik qui était la destructrice. Là, je vous dis ça tout simplement pour vous montrer que Zane commence à comprendre finalement que Jarael, c'est pas elle la destructrice, là. Okay? Donc, une petite précision à cet endroit-là. Puis là, on voit que Zane, il dit à Kantik que son père est ici aussi sur la planète, Antos Warwick. Puis là, à ce moment-là, Kantik, qui n'est pas trop certaine, décide d'utiliser la force que lui procure le sable laser de Exar Kun pour tenter de sonder Zane pour voir s'il dit réellement la vérité. Là, on va aller du côté de Roland qui a fini par retrouver Demagol. Puis là, il commence évidemment à l'attaquer, puis il lui dit que Demagol n'est pas digne d'être un Mandalorien.
Puis lorsque Démagol tente de le repousser, ben il le projette au loin grâce à la force. Fait que Démagol qui peut utiliser la force. Zane explique à Jaraël qu'il est content qu'elle ait échappé le sable laser parce que entre les mains de quelqu'un sensible à la force, cet artefact aurait pu la changer. Mais Jaraël lui dit qu'elle n'a rien ressenti lorsqu'elle avait le sable laser dans ses mains. Puis là, Quantique arrive à ce moment-là, puis elle les repousse avec la force tous les deux, puis elle ressent les effets qui amplifient ses pouvoirs. À ce moment, son père, Démagol, arrive et lui demande où sont ses enfants. Quantique lui dit que c'est elle, son enfant, c'est pas les autres. On voit qu'elle a encore su cœur, qu'elle a raison. Là. Il l'a quand même donné en esclavage quand c'était sa propre fille. Puis là, Démagol lui répond qu'il n'en a rien à faire, puis qu'il parle des bons enfants, ceux qui ont fonctionné, puis pas des échecs comme elle. Puis là, elle lui dit à ce moment-là que les enfants sont dans la cour en arrière de l'école. Puis lorsqu'il arrive à l'extérieur, Démagol, il voit aucun enfant, il voit personne. Puis elle lui dit qu'elle n'a pas dit qu'ils étaient dans la cour, mais dans la cour. Bon, là, je dis dans plein de fois, puis ça veut rien dire, mais finalement, c'est que Quantique les a tous tués, un par un, pendant plusieurs années, depuis leur séparation. Puis que présentement, ils sont tous enterrés dans la cour de l'école. Là, à ce moment-là, évidemment, Démagol, qui comprend qu'ils sont tous morts, là, il croit que... Mais tu vois qu'il est comme pas tout à fait découragé parce qu'il se dit qu'il n'a pas tout perdu, parce qu'il lui reste Jaraël qui possède les gènes de Arcajet. Puis là, elle peut encore fournir la base de ses chevaliers mandaloriens. Mais Zane lui dit que, encore une fois, Démagol n'a absolument rien compris. La force est extrêmement puissante en Quantique, mais pas du tout en Jaraël. Puis là, Jaraël, elle, on voit qu'elle s'interroge parce qu'elle croyait avoir ressenti la force lorsqu'elle était sur une des comètes avec Zane, qui disait comme quoi que le sol vibrait, tout ça, mais finalement, c'est juste la comète qui vibrait. C'était pas du tout qu'elle avait fait vibrer la comète avec la force. Puis là, on voit aussi que Démagol commence à faire un peu des liens avec ce qui s'était passé dans le passé, dont lorsqu'ils étaient tous les deux enchaînés sur Métalos 3, puis que le soleil allait commencer comme à les brûler. C'était pas Jaraël, finalement, qui avait réussi à briser les chaînes avec la force. C'était plutôt lui, Démagol, qui avait utilisé les forces à ce moment-là. Puis là, Roland rajoute en disant que tantôt, quand ils se battaient, que Démagol l'a repoussé avec la force à ce moment-là aussi. Là, il a réussi à cacher, plutôt, je vais me reprendre, là, cette phrase était bizarre, Démagol, même que là, il comprend que il a réussi à cacher son identité très longtemps devant les autres Jedi puis les autres personnes qui croisaient, possiblement parce que c'était grâce à la force. Et il l'a fait sans en être conscient, c'est ça qui est encore plus drôle. Il cherchait à comprendre le pouvoir des Jedi depuis tout ce temps-là, mais finalement, même lui, il a la force en lui. Là, à ce moment-là, Quantique se lance sur son père pour l'attaquer. Démagol attrape le sable laser avec la force et l'allume pour tuer Quantique, mais en même temps, il se tue parce que le sable laser, il a pris le sable laser à double lame de Exar Kun, donc quand il l'a ouvert, ça a transpercé Quantique, puis ça l'a transpercé lui-même en même temps. Puis on le voit, juste avant de mourir, qui dit comme quoi qu'il y avait 50% de chance que ça fonctionne, une chance sur deux. Puis on voit le petit commentaire de Zane qui répond, il dit « T'as pas 50% de chance quand t'es proche de moi. » Donc, tout se balance. Fait que ça vient un peu faire référence avec le fait que tantôt, Griff disait à Zane qu'il est chanceux que dans sa malchance, tout le temps, tout vire à son avantage, puis qu'il réussit à s'en sortir. Là, c'est un peu ça qu'il disait. Finalement, la malchance de Zane, c'est plus la malchance pour les autres alentours de lui. Donc, dans le cas de Démagol, là, ça serait la malchance qui l'aurait tué. Là, on se retrouve plusieurs jours plus tard dans un appartement sur Coruscant, puis on voit Zane qui est en train de présenter ses excuses à Jaraël pour, comme quoi qu'il n'avait pas cru, comme quoi qu'il l'a soupçonné d'être finalement, que c'était elle qui était comme la méchante du Crucible. Puis pour fêter les 1 an de leur rencontre, parce que là, comme je vous disais tantôt, toute cette aventure-là des Knights of the Old Republic se passe sur une année entière. Puis là,
c'est la journée où ils fêtent leur 1 an depuis qu'ils se sont rencontrés. Il a retrouvé, avec l'aide de Roland, les parents de Jaraël. Donc, il offre ça comme cadeau pour leur fête des 1 an. Donc, c'est quand même très gentil. Là, la soirée suivante, on retrouve Zane qui est avec Griff à son super restaurant huppé de Coruscant, le restaurant où tout le monde de Coruscant veut être vu ici. Donc, c'est vraiment la place très, très cool de Coruscant. Zane va maintenant, Zane explique à Griff qu'il maintenant, il va aider les Jedi qui ont des problèmes comme lui avec la Force. C'est un peu ce que le Conseil Jedi lui a demandé de faire, puis il a accepté, il veut faire ça, il veut aider les autres qui ont des problèmes comme lui. Puis, de son côté, on apprend aussi que Roland, lui, est reparti de son côté faire ce qu'il faisait avant de rencontrer Zane et toutes les autres. Puis, avant de partir, Griff lui demande une dernière fois de l'aide. Il lui demande d'aller voir quelqu'un à la table 17 de son restaurant qui a une question. Puis, comme c'était ça que Zane faisait dans le passé quand il est décrit dans le restaurant, Griff lui demande de faire la même chose aujourd'hui. Puis là, lorsque Zane arrive à cette table-là, il retrouve Jaraël qui est là puis qui l'attend pour fêter leur anniversaire. Puis évidemment, là, elle se lance dans ses bras puis elle l'embrasse. Et voilà. Zane et Jaraël s'aiment, sont ensemble. C'est plus juste pour éloigner Malak, mais on voit qu'il y avait une petite attirance entre ces deux-là. C'est comme ça que se termine la série de comics Knights of the Old Republic, avec un petit peu d'amour, un petit peu de joie, puis tout ça, mais c'était quand même une bonne série. Là. Je vous dirais que ce que j'ai bien aimé dans cet arc-là, en tout cas, c'est la révélation, évidemment, du changement de place entre Roland et Démagog, qui était quand même la grosse révélation de cette série-là au complet. Évidemment, le combat final avec Démagog, avec Cantic, un peu les échanges qui se sont faits entre tous eux autres, puis le rôle de Jaraël, Roland, Démagog, tout ça était quand même intéressant. Je trouve que ça permettait comme de régler plusieurs histoires en même temps, avec un combat quand même intéressant, rien de spectaculaire, mais quand même bien. Puis évidemment, quand on comprend que le pouvoir de Zane, c'est sa chance ou la malchance qu'il apporte avec lui, là, je sais pas trop, là, mais ça explique un peu quand même le côté atypique de Zane comme Jedi, là, qu'on dit c'est pas un bon Jedi, mais que finalement il réussit quand même à s'en sortir, à se sortir de tout, puis même au final 20, fait que il doit être bon dans quelque chose finalement, là, mais c'est un peu ça. C'est étrange, on n'a pas énormément de héros comme ça dans Star Wars, en tout cas du moins de ce que j'ai lu pour l'instant dans l'univers légende, donc c'est quand même bien. Là, je vais faire un gros sacrilège, là, puis j'exagère, mais c'est-tu comme un Jar Jar Binks? Non, je ne penserais pas quand même Jar Jar Binks, il est un peu trop extrême maladroit, mais quand même, c'était un bon arc. C'est ça que je voulais vous dire, finalement. J'ai bien apprécié l'arc, puis de conclure enfin, je pense, pas mal toutes les histoires de nos personnages, puis que ça termine quand même bien. C'est cool. Je vous dirais que je sais pas pourquoi, j'aurais aimé ça que Zane, peut-être, parte pas de son côté, puis qu'il continue à être avec Griff pour faire des manigancer des choses. Je sais pas, j'aimais bien la dynamique de ces deux-là, tout en train de se niaiser, mais de s'apprécier quand même, puis tout ça. Je sais pas, on dirait que j'aurais vu ça peut-être différemment, là, qu'il part pas de son côté, puis qu'il continue à faire des choses avec Griff. Mais bon, c'est comme ça. Puis évidemment, Roland, l'ambiguïté un peu de l'histoire, que vu que Roland, c'était en fait Démagog, donc tout ce qu'ils ont vécu ensemble avec Roland, de Flashpoint jusqu'à la fin, Roland, finalement, n'est pas un ami proche d'eux autres. Ils le connaissent pas tant que ça, tu sais. Autrement dit, il a été dans le coma tout le long. Ils sont certainement pas amis avec Démagog. De toute façon, il est mort. Fait que ça, c'est un peu drôle de voir là, OK, moi, je m'en vais continuer mes choses de mon côté, ce qui est très logique, par contre, parce qu'ils se connaissent pas tant que ça, finalement. Mais bon, c'était plus un commentaire comme ça n'enlève rien à l'histoire, là. C'était quand même très bien. Donc, c'était comme ça que se terminaient nos comics Knights of the Old Republic pour ces numéros-là. Là, on va passer à une petite nouvelle. Puis là, je vous le dis tout de suite, j'ai comme un peu une anecdote ou une explication que j'ai le goût de vous faire sur cette nouvelle-là parce que ça m'a donné beaucoup de problèmes à un certain moment quand je faisais les émissions.
Ben, je dis à un certain moment, c'était au début des Knights of the Old Republic, le premier épisode où ce que je vous ai parlé de cette série-là. Les journées qui précédaient l'enregistrement de l'épisode, je m'interrogeais vraiment à quel moment je devais positionner cette histoire-là. Parce que je vous explique là, rapidement. Là, le journal secret du docteur Demagol, c'est une nouvelle qui a été écrite par John Jackson Miller le 29 avril 2010. Puis ça a été écrit après toutes les Knights of the Old Republic. C'est une nouvelle qui est sortie après. Puis la particularité de cette nouvelle-là, c'est qu'elle se passe tout au long des 50 numéros. On va suivre vraiment des enregistrements faits par Demagol. Puis, comme ça se passe tout le long, on revoit les événements d'un autre œil. Puis, il y a du monde qui positionne cette histoire-là. Ils disent c'est peut-être mieux que tu lises avant de lire les 50 numéros des comics. Il y en a d'autres qui disent non, c'est mieux de les lire en même temps. Tout au long, vu que de certains moments précis, on est capable de la positionner dans la ligne du temps, puis de dire, ben, entre tel et tel numéro, lis cette première portion-là de l'histoire, puis ainsi de suite. Sinon, ben, de le lire à la fin. Puis moi, la première fois que j'avais fait cette lecture-là, la première fois que j'ai lu les Knights of the Old Republic, puis cette nouvelle-là, je m'étais fié à des choses que j'avais vues sur Internet, puis j'avais décidé de le lire avant les comics. Puis je vous dis tout de suite, j'avais pas aimé mon expérience parce que je comprenais pas la majorité des choses qui se passaient là-dedans. Puis en plus que ça, encore pire, à mon avis, c'est que ça vient complètement spoiler l'histoire avec Demagol puis Roland qui changent de place parce que tu le sais tout de suite au départ. Fait que de penser tout le long dans ta tête que tu sais que Roland et Demagol, c'est pas les bonnes personnes aux bonnes places, bien je trouve que ça vient gâcher toute l'histoire, du moins la première lecture. Le relire, mettons, pour moi-même éventuellement, quand le jour je vais relire ça, je pense que je vais m'amuser à peut-être le lire au fur et à mesure. Là, vraiment, chaque enregistrement, les positionner où ils vont dans les comics, puis les lire. Puis comme ça est correct, parce que je m'en fous. De toute façon, je le sais, le punch. Ça me dérange pas d'être spoilé. Mais là, je me disais, vu s'il y a certaines personnes qui écoutent le podcast qui n'ont jamais lu l'histoire, ben j'avais le goût de vous présenter cette nouvelle-là à la fin, plutôt qu'au début ou au milieu. Donc, ça a été mon choix, puis je pense que je suis content de le faire de cette façon-là, puis ça devrait être plus intéressant. Puis sinon, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est quelque chose que vous pensez que ça a valu la peine de me donner ce mal-là, ou si j'ai fait ça pour rien, puis que j'aurais pu le dire au début, mais je serais curieux d'avoir un peu votre avis sur ça. Donc, on va y aller rapidement avec cette nouvelle-là. J'ai pas grand-chose à dire de toute façon, parce que comme je vous dis, ça relate des événements qui se sont passés pendant les comics. Mais cette nouvelle-là, le journal secret du docteur Demagol, c'était une chose qui a été parue sur le site de StarWars.com, comme je le disais tantôt, le 29 avril 2010. Ça a été écrit par John Jackson Miller. Puis évidemment, ça se passe tout au long des 50 numéros. Puis si vous êtes intéressé à le lire en français, ben sachez que c'est disponible sur le site StarWarsUniverse.com, où ils ont fait une traduction. Moi, c'est celle-là que j'ai lue. Donc, vous pouvez aller retrouver ça à cet endroit-là. Sinon, comme je vous disais, ben le journal secret du docteur Demagol, c'est en fait des enregistrements audio que Demagol a fait tout au long des aventures. Puis, on lit les enregistrements que Demagol a fait à divers moments, là, si on veut, dans ces choses-là. Puis, une première partie, au début, on est en tant que Demagol, quand il était vraiment le scientifique fou mandalorien sur Flashpoint. Puis là, on voit les moments un peu où qui se fait offrir la station Flashpoint pour ses recherches par Mandalore. Évidemment, l'arrivée des premiers cobayes Jedi sur la station, puis la prise de contrôle de la station par la République. Puis là, à partir de ce moment-là, ben là, on va changer. C'est lui qui fait des enregistrements, mais dans le casque de Roland. Il a comme réussi à pirater, si on veut, le casque pour continuer à faire ses enregistrements secrets. Puis comme il est dans son armure de Mandalorien, ben le monde à l'extérieur, ils ne l'entendent pas s'il décide de se parler juste à lui-même dans son armure, vu que ça coupe le son complètement. Puis là, évidemment, on voit toutes les choses qui sont passées en tant que Roland, là, quand toute la portion ce qui était caché à bord du vaisseau de Jarael et Kemper. Évidemment, lorsqu'il sort de sa cachette pour sauver Jarael de l'attaque du droïde assassin. On a droit aussi à toute l'aventure avec le seigneur d'Arcania, on le voit qu'il est comme en train de faire des expériences, des analyses sur le sang de Jarael. Tout ça se passe un peu à ce moment-là. Puis là, même qu'on le voit certainement, il y a comme des réflexions. Il est surpris de voir à quel point il trouve ça facile de cacher qui il est réellement face aux Jedi.
Puis là, on voit qu'ici, ça fait finalement un peu un lien avec le fait qu'il utilisait la force sans le savoir, là, finalement. Puis aussi, la découverte que Jor-El étant fait, ça aidait ça, là, la fameuse enfant qu'il a créé avec ses manipulations génétiques, tout ça. Puis après ça, on voit comment que toute l'épopée avec le sable laser que Démagog veut trouver pour Jor-El. Puis quand il croit que Jor-El a des pouvoirs dans la force en la voyant là, sur Métallostra, quand ils étaient tous les deux enchaînés, comme je le disais tantôt. Puis il trouve encore de plus en plus facile à quel point il peut manipuler tout le monde, leur faire croire n'importe quoi depuis qu'il a libéré le sable laser de l'espèce de... Il était comme dans un genre de bloc d'un produit spécial pour bloquer les pouvoirs, mais là, il a l'impression que depuis qu'il a défait ça, il y a encore plus de facilité à manipuler les autres. Puis évidemment, on a accès au dernier enregistrement de Démagog qui fait tout simplement dire qu'il se dirige vers Ossadia. Puis là, à partir de ce moment-là, on a comme un seul enregistrement, puis c'est le vrai Roland Dyer, qui dit avoir retrouvé son armure et les enregistrements qui étaient laissés par Démagog. Donc, je vous dirais que cette nouvelle-là, moi, j'ai trouvé quand même intéressante parce que si tu aimes ça, en savoir plus, avoir un peu plus de détails sur un peu qu'est-ce que Démagog pensait dans sa tête à chaque moment clé de l'histoire, c'est quand même intéressant. C'est pas du tout une lecture qui est nécessaire, là. Vous pouvez passer par-dessus puis ça va rien gâcher, mais moi, j'aime ça à aller chercher un peu plus de contenu dans ces lectures-là. Donc, c'était quand même intéressant. J'ai apprécié ma deuxième lecture beaucoup plus que la première fois parce que là, je savais qu'est-ce qui se passait. On le voit que ça a été écrit pour que quelqu'un qui a déjà lu la série de comics va chercher tout simplement de l'information supplémentaire parce que quand tu lis ça au début puis tu n'as aucune idée des événements, c'est vraiment étrange, là. Donc, moi, je ne suggère vraiment pas de lire cette nouvelle-là avant les comics. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est tout simplement ce que j'ai ressenti en faisant cette lecture-là. Puis, évidemment, je suis content d'avoir décidé de le faire de cette façon-là, là, parce que je pense que pour ceux que c'est la première fois, ça risque d'être plus intéressant. Là, j'ai l'impression que j'en fais tout un plat, mais non, vraiment, c'est pas grave. Là, c'est plus, je voulais expliquer un peu le questionnement que j'avais au début de cette lecture-là. Mais bon, c'était quand même bien. Hey, on est déjà rendu à parler du prochain épisode. Je vous disais qu'on avait terminé avec les Knights of the Old Republic. Ben, je vous ai un peu menti. Il nous reste 5 numéros de la série Knights of the Old Republic War, qui était comme un autre 5 numéros qui est sorti après la série des 50. Puis je sais qu'à cette époque-là, il faisait ça souvent. Il finissait une série avec une petite série en quelques numéros qui nommait War. Je pense qu'il y en a eu d'autres, là. J'ai pas les noms avec moi. Mais je sais que c'était quelque chose qui était quand même... il faisait ça souvent dans ce temps-là. Donc, dans cette série-là, on retrouve Zane Carrick, quelques temps après les événements de la série de Knights of the Old Republic. On voit qu'évidemment, la République et les Mandaloriens sont en guerre encore. Les Jedi ont joint le combat malgré le souhait du Conseil Jedi de ne pas s'en mêler. Puis un Jedi se retrouve bien malgré lui au front. C'est évidemment Zane Carrick qui a été enrôlé. Évidemment, Zane, il ne veut pas du tout combattre. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui va se passer avec ça. On va retrouver Zane Carrick, je crois, pour peut-être la dernière fois. Donc, manquez pas ça, prochain épisode. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode. Évidemment, si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez un peu me partager qu'est-ce que vous avez trouvé de cette série d'émissions consacrées à Knights of the Old Republic, du moins les 50 numéros, c'était quand même beaucoup d'émissions. Au début, je savais pas du tout combien j'allais en faire avec ça. J'ai décidé d'essayer le format d'y aller arc par arc. Je sais pas si ça a été une bonne idée. Si vous voulez me partager un peu ce que vous en pensez, faites-le à l'adresse courriel masemaine@gmail.com. Sinon, vous pouvez aussi le faire sur la chaîne YouTube Ma Semaine Star Wars, où je publie justement les émissions en format vidéo. C'est seulement l'audio, par contre. Sinon, j'ai aussi des courtes vidéos pour vous montrer mes réceptions de la semaine, des lectures que j'ai faites quand je vous parle d'un livre ou d'un comic, puis que je l'ai en ma possession physiquement. J'aime bien faire une courte vidéo pour vous le montrer sur YouTube. Sinon, Facebook, Instagram, vous pouvez me retrouver à ces endroits-là en recherchant Ma Semaine SW.
L'émission, évidemment, est disponible sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était une longue émission, mais c'était la finale de cette série-là. Comme toujours, je vous invite à aller lire du Star Wars, écouter du Star Wars. Nous, on se dit à très bientôt. Salut!